Bonjour, je voulais vous passer un petit message avant de commencer cet entretien. À côté de ce podcast, j'accompagne des photographes, des artistes et des entreprises à développer et réaliser des projets photographiques et des beaux livres qui leur ressemblent. Donc si vous avez besoin d'aide pour développer une série photo ou que vous souhaitez réaliser un livre, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mes services et livres que j'ai coordonnés sur mon site marinelefort.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et à toutes, je suis Marine Lefort, chargée de projet éditoriaux indépendante et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous partager leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis chez Fanny Boucher. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast, je suis ravie qu'on se parle aujourd'hui. Comme je te disais, j'avais pu t'entendre parler dans des conférences depuis quelques années, mais quand j'ai eu entre les mains le livre d'artiste d'Édouard Elias sur son reportage en Ukraine de 2017-2018, je me suis dit qu'il fallait qu'on se rencontre. Je remercie juste au passage Madame Lucie Morisseau-Chastanier qui m'a permis de découvrir ce livre qui se trouve au musée de l'Armée de Paris. En quelques mots, mais on reviendra sur ton parcours. Tu es diplômée de l'École supérieure des arts et industries graphiques Estienne en gravure taille douce et tu t'es spécialisée en 98 dans le procédé d'hélogravure au grain en te formant auprès de Jean-Daniel Lemoine qui était scientifique expert dans les procédés photomécaniques du 19e siècle. Et alors que ce savoir-faire était sur le point de disparaître, tu as fondé ton atelier Héliog en 2000. Tu as reçu plusieurs distinctions comme le titre maître d'art en hélogravure et le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie talent d'exception avec ta création Arboris en 2020. Dans cette discussion, je souhaiterais qu'on parle de ton métier d'héliograveuse. Je ne sais pas si on dit héliograveuse, si ça se dit. Oui, si. Ça se dit. De la création de ton atelier, alors que ce savoir-faire était sur le point de disparaître, et puis les difficultés et les joies que tu rencontres. Et aussi, je voudrais qu'on puisse revenir aussi sur un projet de façon assez concrète. Donc, par exemple, on pourra parler du livre d'Édouard Elias. Voilà, donc on a un très beau programme. Ma première question, c'est est-ce qu'il y avait dans ta famille des personnes qui étaient sensibles à l'image, à la photographie, voilà, dans quel type d'environnement familial tu as grandi ? J'ai grandi alors mes parents étaient pas du tout dans l'image et pas du tout dans le milieu artistique. Par contre, j'avais un oncle qui était architecte et qui enseignait dans une école de beaux-arts de province et il m'a énormément inspirée. J'ai passé beaucoup de temps petite à dessiner sous sa table à dessin. Je me souviens, tout paraissait immense, j'étais minuscule. Mais à faire des tas de dessins dans son atelier. Et j'étais fascinée par son univers. Et il y avait une espèce de joie de vivre, de liberté qui m'ont énormément attirée. Donc ça a été mon inspiration. Et tu as dessiné quoi à cet âge-là ? Des choses je dessinais ce que je voyais autour de moi. Non, je dessinais beaucoup des scènes de vie où je reproduisais tout ce que je voyais, un peu comme une psychopathe, mais je prenais tous les détails de ce qui m'entourait. Et tes parents n'étaient pas du tout dans le milieu culturel avec... Non. T'allais pas dans les musées avec eux ou, pas du tout. Milieu ouvrier. Mais milieu ouvrier, donc on n'allait pas dans les musées. Ils poussaient beaucoup, j'allais beaucoup dans les bibliothèques. Mais il n'y avait pas... mes parents, non, je viens d'un milieu ouvrier. Il n'y avait pas du tout de lien à un domaine culturel, muséal, etc. Ouais. Et plutôt, là, on est du coup à Meudon. Est-ce que tu viens de cette région, dans le Parisien ou de Moi, Paris ? j'ai grandi plus du côté d'Argenteuil. D'accord. Meudon, c'est une commune très riche. Non, je suis arrivée à Meudon parce que mon premier atelier, je l'ai trouvé à Issy-les-Moulineaux. En 2000, j'ai trouvé cet atelier qui était occupé par un imprimeur en taille douce, Patrick de Gouy, qui m'a dit, écoute, moi je cherchais désespérément un local professionnel, j'avais 23 ans, pas d'argent, j'étais en train de monter ma boîte, donc personne ne me faisait confiance pour me louer un local. Et donc par le biais de cet imprimeur, j'ai réussi à harceler le bailleur social. C'était en pied d'immeuble HLM.
Au bout d'un moment, au bout de 15 fax, je crois, de personnes qui disaient on se porte garant, ils m'ont appelé en disant bon, ça suffit, c'est pour vous. Mais du coup, c'était pas ma région, quoi, en fait. Je cherchais dans la région parisienne. Donc, je suis arrivée à Issy-les-Moulineaux et au bout de 8 ans, il a fallu que je déménage. Et là, du coup, à ce moment-là, à Meudon, il y avait eu un appel à candidature pour occuper le lieu magnifique dans lequel je suis, qui est le potager du Dauphin, où il y a un hôtel d'activité artisanale au milieu d'un parc. Et j'avais postulé et j'ai été prise. Ouais, ce lieu est assez incroyable. On revient un petit peu en arrière. Alors, tu as fait Estienne, mais comment as-tu pris cette décision d'aller vers une formation créative Et ben voilà, ce côté de ma famille m'a beaucoup inspirée. Puis il y a eu des événements qui ont fait que j'ai dit bon je vais aller là-dedans. Au départ, j'étais en bac éco, je voulais devenir journaliste, moi. J'avais une spécialité en SES. Et puis j'ai bifurqué. J'ai voulu faire Estienne en tant que caricaturiste. Je voulais devenir caricaturiste à la base. Et du coup, Estienne, il y avait l'illustration. Et quand j'ai eu mon concours à l'école Estienne, on avait un DMA à l'époque, un diplôme des métiers d'art, où on découvrait les ateliers des arts graphiques, donc l'illustration, bien sûr, mais également la typo, la reliure et la gravure. Et en fait, l'atelier de gravure... J'y suis rentrée, j'ai pas pu ressortir. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Ouais, tout. C'était inconnu, j'avais jamais vu ça. Il y avait les cuivres, l'odeur de l'encre, les machines, le contact de la matière qui était très présent, l'encre sur les mains. C'était incroyable. Et à l'époque, je me souviens que j'en discutais. Je connaissais les caricaturistes du Charlie. Et j'en avais discuté avec Cabu, Honoré. Et, tu les connaissais comment ? Je les connaissais par un lien familial. Des amis, la famille ? Et du coup, en fait, je me souviens qu'ils m'ont dit mais fais gravure si tu veux faire gravure, parce que t'auras une technique en plus du dessin. Et par exemple, Honoré, il avait un dessin très gravure sur bois. Et donc, c'est comme ça que je suis partie dans la gravure. Et puis, en DMA gravure, j'avais des cours de photo d'un prof, Denis Bernard, où là, pareil, ça a été... une découverte. Et là, j'ai commencé à tourner en boucle sur le fait d'associer la gravure et la photo. C'est à ce moment-là où ça a commencé à me trotter dans la tête. Et en dernière année d'Estienne... Pourquoi tu voulais faire cette association, pardon ? Parce que j'aimais les deux. Ouais. Les deux. Ouais, tu voulais pouvoir nouer les deux. Je ne sais pas s'il n'y a pas c'est ce repli de l'atelier, en fait. Un atelier, c'est pas rien. C'est une bulle. Et je ne sais pas, plus ça allait, plus j'avais besoin d'être dans une bulle, à savoir pourquoi. Et du coup, il y avait cette bulle du labo photo en lumière inactinique où tu es hors du temps. En fait, il y a vraiment un côté intemporel, je trouve, qui est super intéressant. Et puis l'atelier de gravure en même temps. Donc voilà, du coup, je voulais associer les deux. En dernière année d'Estienne, j'ai mon maître en hélio, Jean-Daniel Lemoine, qui est venu nous faire une petite conférence, mais en mode 1 heure dans l'atelier, voilà, pour nous parler de cette technique du 19e, qu'il avait réussi à retrouver grâce au manuel du 19e chez lui dans son garage à Bièvre. Et en fait, quand il a parlé de ça, il est reparti. Je me suis dit, mais... c'est pas possible. J'ai envoyé une longue lettre pour qu'il me prenne en stage chez lui, en fait, enfin en formation. Et j'ai sollicité un DMA 3 à l'époque pour pouvoir passer 1 an chez Jean-Daniel. Il a accepté. Ça s'est transformé en 2 ou 3 ans chez lui pour qu'il me transmette son savoir-faire. Et suite à ça, j'ai monté l'atelier. Et lui, il était artisan ? Non, il était scientifique. Non, Jean-Daniel, c'est un scientifique, c'est un ingénieur.
qui avait une scientifique pure et dure, qui me parlait avec des logarithmes. Je ne comprenais rien du tout. Et toujours maintenant, c'est une grande blague de sa part, c'est de me relancer sur des trucs comme ça où il me voit, c'est vide. Voilà, j'ai un regard vide quand il me parle de ça. Et en fait, il était scientifique, passionné. C'est un grand connaisseur de la photographie argentique et de tous ces procédés photomécaniques du 19e siècle. Et quand il a été à la retraite, en fait, il s'est attelé au fait de retrouver vous savez, ces artisans chercheurs, ces savants chercheurs qu'il y avait au 19e. Jean Daniel, c'est ça. Il a retrouvé la technique. Après, il passait à autre chose. Maintenant, il travaille à l'heure actuelle sur l'intelligence artificielle et la photo. Il fait plus d'hélio, mais voilà, il a retrouvé vraiment tout ça. Et qu'est-ce que c'est alors l'héliogravure pour des gens qui ne connaissent pas avec tes mots? Comment tu l'héliogravure, en fait, l'héliogravure, c'est une technique qui mélange et la gravure sur cuivre et la photographie argentique. En fait, on arrive à travers cette technique, c'est une technique qui date de fin 19e, qui a été inventée pour pérenniser le médium photographique. Ça a été fait lors de l'appel du concours du duc de Luynes, qui avait lancé toute cette recherche en disant le médium photographique n'est pas pérenne, trouvez le moyen de le rendre stable. Et donc là, il y a eu toutes ces découvertes incroyables. Voilà, c'est le procédé au charbon qu'avait gagné avec Poitvin, un petit concours. Et puis le grand concours qu'il avait lancé, c'est de dire ok, maintenant le médium est bon, il est stable, mais on va le rendre reproductible. Et c'est là qu'il y a eu toutes ces recherches avec les uns avec des gélatines bichromatées, les autres avec du bitume de Judée, sur de l'étain, sur du cuivre, de l'acier. Mais c'était dingue parce qu'il y avait la Woodbury typie, la phototypie. Il y a eu tous ces procédés qui sont apparus dans un temps très court, en parallèle de procédés argentiques. C'est ça qui est passionnant, c'est que les uns apportaient aux autres, avaient les sels de chrome qui apportaient aux sels d'argent, et inversement. Et là, l'héliogravure est apparue à ce moment-là. Donc c'est vraiment 1878, c'est Karl Klitsch qui a finalisé et qui a permis en fait de graver des images photographiques dans du cuivre avec des profondeurs de creux différentes, sans trame, ce qui permet en fait d'avoir sur le final, sur les papiers qui nous entourent, les images photographiques en épaisseur d'encre pigmentée sur du papier chiffon. Donc c'est du pigment sur du papier chiffon, donc ça tient dans le temps. Et pourquoi est-ce qu'en 2000, il y avait quasiment plus d'ateliers d'héliogravure? Tu penses Je pense que je sais qu'il y avait un monsieur, un ancien, un retraité pareil, horticulteur, Pierre Brochet, qui connaissait encore l'héliogravure en France, qui hélas ne transmettait pas, donc qui n'a pas pu aider mon maître à la retrouver. Donc c'est pour ça que Jean-Daniel a mis 2 ans. Mais il y avait plus d'ateliers parce qu'il y a plus de formation, parce qu'il y a plus de transmission du savoir-faire, parce que c'est un savoir-faire qui est difficile à mettre en œuvre, qui nécessite quand même plusieurs années d'apprentissage pour être un tant soit peu maîtrisé, si on arrive à maîtriser, parce que c'est plutôt lui qui vous maîtrise. Donc il y a tous ces paramètres qui ont fait qu'il y avait en tout cas à part quelques personnes qui pouvaient connaître encore, mais un atelier professionnel avec une reconnaissance du ministère de la Culture, de l'Institut pour les savoir-faire français, etc. Ça avait disparu, donc la technique était en train de se perdre. Et du coup, tu as commencé par quoi quand tu as lancé ton atelier en 2000? Qu'est-ce qui a été compliqué parce que tu es partie à zéro, il n'y avait rien qui était... Je suis partie de zéro. En fait, à Estienne, je fréquentais le milieu de l'estampe traditionnelle, les imprimeurs de gravure taille douce, les imprimeurs en taille douce. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, mais écoutez, il y a une technique qu'on peut rajouter qui va apporter plus de marché, un marché nouveau. C'est avec les photographes, c'est l'héliogravure au grain. Donc, on va essayer voilà. Eux ont commencé à m'apporter
tout premier client. Je me souviens, ma première commande, parce que moi, j'ai monté l'atelier, j'ai fait un prêt, mais en fait, j'avais pas de clients. J'ai fait un business plan totalement frauduleux. Il y a une banque qui a accepté de me suivre. J'avais pas le droit à une autorisation de découvert. Enfin, ça a été très, 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 très dur, vraiment. Les 10 premières années, économiquement, c'était raide. Parce qu'il fallait recréer la demande, en fait. Donc, mes tout premiers clients, ça a été les imprimeurs. Je me souviens d'une petite plaque, c'était une Vénus qui sortait d'un coquillage. Où ça a été ma première commande. Il fallait faire ça en sanguine, ancré en sanguine. Bon. Par qui, du coup, un collectionneur, enfin quelqu'un qui avait... Ouais, c'était pour un collectionneur. Voilà, enfin, c'était vraiment bon. Et puis, j'ai eu la chance, donc j'ai monté l'atelier en 2000. Et en 2001, grâce à mon maître, j'avais eu un livre avec Willy Ronis. Ah oui. Ouais, c'est pareil. Ouais. Donc, ça a été un livre d'artiste, 12 Hélio, qui était imprimé par Patrick Degouy. Donc, à l'époque, moi, je n'imprimais pas. Du coup, j'ai eu tout un truc où, comme les imprimeurs étaient mes premiers clients, je m'appuyais sur eux pour essayer de lancer mon activité. Je gravais les matrices, je faisais mes tests et ensuite je leur laissais l'impression. Et puis les imprimeurs, il y a des imprimeurs qui ont fermé, donc du coup maintenant j'imprime les gravures que je fais, quoi. Je fais tout de A à Z. Mais au tout début, j'imprimais pas. Donc c'était les imprimeurs qui t'apportaient aussi ta première clientèle. C'était les imprimeurs qui m'ont apporté la première clientèle. Et puis après petit à petit, c'était moi qu'on apportait. Et puis, il y a eu un départ à la retraite, une fermeture d'atelier, etc. Donc du coup, là, j'ai pris la main sur l'impression, ce qui est quand même plus pratique. Et les machines, tu les as achetées au fur et à mesure ou est-ce que comment ça s'est passé là, tout ce qu'il y a autour de nous Les machines, j'ai fait un prêt. T'as tout acheté au début. J'avais pas le choix. Ouais. Mais je me rends pas compte de ce qui est possible d'ajouter au fur et à mesure. J'ai besoin d'une presse, j'ai besoin d'une cisaille, j'ai besoin de. Après, c'est pas des machines, c'est des machines de gravure et des machines de photo, quoi. Oui. Y a une insoleuse, c'est utilisé aussi en photolitho. Il y a pas de machine propre à l'hélio, en fait. Il y a pas de machine propre. Et du coup, en 2015, tu reçois le titre, label Maître d'Art, ce qui t'a permis de transmettre avec Antonin puis avec Marie. Alors, ce que tu me disais, c'est qu'avec Antonin, la formation n'est pas allée jusqu'au bout, mais qu'avec Marie, voilà, cette formation a pu continuer. Oui. L'importance de la transmission, je pense que c'est hyper important quand on parle aussi de savoir-faire, comme ce que tu disais, qui sont rares, on met des années à se former. Est-ce que c'est des personnes qui viennent à toi ? Est-ce que tu les testes ? Comment est-ce que ça se passe pour devenir aussi l'élève d'un maître Alors, c'est complexe la transmission parce que le lien maître-élève, il n'est pas évident. On est dans un petit atelier, c'est pire qu'un couple, le truc. Tu partages l'atelier, on passe la plupart de notre temps dans l'atelier. Donc du coup, voilà, cette transmission, elle est, en tout cas, pour répondre à la première partie de ta question, la transmission, elle est primordiale dans nos métiers. C'est Michel Germont, c'est l'un des fondateurs des grands ateliers de France qui disait mourir sans transmettre, c'est mourir comme un voleur. C'est un grand ébéniste. Et je ne vois pas comment on peut consacrer quelque part une vie à la pratique d'un savoir-faire et voir l'emmener avec soi dans la tombe, quoi. Je trouve ça un peu antinomique, en fait. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir transmettre le savoir-faire. Le titre de maître d'art en France, il est basé sur la transmission. On est maître d'art si on a un ou une élève, évidemment. Donc moi, j'avais démarré une transmission avec Antonin que l'on n'a pas pu aboutir. Et donc, au même moment, il y avait quand même Marie dans l'atelier. Donc, j'ai continué. Le ministère de la Culture m'a dit, tu continues
avec ta seconde élève. Et donc, Marie est restée 6 ans à l'atelier. Donc, on a eu 3 ans de transmission effective. Et puis ensuite, petit à petit, elle prenait, je lui disais, tiens, la commande pour un tel, c'est pour toi. Enfin, voilà. Puis ça s'est fait petit à petit. Il y a eu un glissement où on a commencé à travailler toutes les deux en parallèle dans l'atelier. Et puis finalement, après, c'était important pour elle d'avoir sa propre signature, d'avoir sa propre écriture. Donc, elle a décidé de créer son atelier à côté. Elle n'est pas loin, elle est au Jade, à Sèvres. Donc, on a 4 stations de bus, ça va, on est toujours ensemble. Mais pour moi, c'est pas... pour moi, c'est une consoeur, Marie. Ouais. C'est une aide. C'est-à-dire que je suis plus toute seule. Enfin... C'est ça, on a doublé le nombre d'héliograveurs professionnels. Professionnels parce qu'en fait, il y a d'autres personnes autour de nous en France. On a Michel Ramel qui est un photographe qui fait de l'héliogravure pour lui. Il y a Eddie Dumont à Rouen également, qui est photographe et qui est ancienne aussi aux Beaux-Arts de Rouen, qui sait faire de l'héliogravure pour lui également. Et on a Hervé Sachi, qui est dans le sud de la France, qui est un monsieur, pareil, un retraité, mais qui a monté son atelier qui a son atelier chez lui. Et ils sont géniaux parce que, du coup, que ce soit Michel ou Hervé, ils font des recherches, ils ont plus le temps parce que la différence avec un atelier pro où on travaille pour les autres artistes, etc., c'est qu'on a une réalité économique qui n'est pas simple. Donc, du coup, eux, ils ont cette capacité d'aller chercher. Et donc, ces chercheurs, je sais que Hervé, il travaille avec du citrate de fer. Ils emmènent, ils donnent leur pierre à l'édifice de leur côté aussi. Donc, en héliogravure, il y a ça. J'insiste en héliogravure parce que, en fait, il y a une confusion qui est en train de se faire à l'heure actuelle en France et à l'étranger également, qui porte énormément préjudice au métier et à nos savoir-faire traditionnels. C'est qu'en fait, de plus en plus de personnes se réclament de l'héliogravure alors que ce n'est pas de l'héliogravure. Donc, je tiens à insister, l'héliogravure, il y a une plaque de cuivre qui est gravée à travers un papier charbon qui permet d'avoir une image avec des profondeurs de taille différentes, sans trame. Voilà. Les plaques de cuivre où il y a une couche toute faite dessus, où il y a une trame et on a du noir sur du blanc, ce n'est pas de l'héliogravure, c'est de la photogravure. Photogravure qui se dit photo-etching en anglais, alors que hélio se dit photogravure en anglais, d'où la confusion. Et surtout, maintenant, il y a des photopolymères, donc des plaques qui sont avec une matière plus plastique, etc., qui permettent d'avoir des choses très belles. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais ce n'est pas du cuivre, ce n'est pas la technique de l'héliogravure et ce n'est pas le résultat de l'héliogravure. Et de plus en plus de personnes, le photopolymère est beaucoup plus simple d'acquisition, de mise en place, de pratique, etc. Le problème, c'est que de dire que les photopolymères sont de l'héliogravure, c'est faux. C'est du faux. L'héliogravure, elle est répertoriée au patrimoine culturel immatériel avec toutes les étapes qui sont répertoriées et ça s'appelle vendre du faux. Et il y a un moment donné, ça porte préjudice à des techniques rares parce qu'à force de dire que tous les coins de rue des gens font de l'hélio, les gens ne sauront plus ce que c'est que la véritable héliogravure. Voilà, donc je tenais à faire cette petite précision qui est dans les mains du ministère de la Culture en ce moment parce que c'est en train de prendre des proportions et que le ministère de la Culture, forcément, avec le PCI, vont réagir. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est vrai que je pense qu'il y a peut-être, en 2000, quand tu as commencé, tu étais toute seule, ou en tout cas, voilà. Et puis, peut-être que via ton travail, le travail d'autres, le mot, et puis on a l'impression peut-être et donc du coup
voilà, c'est la... C'est la rançon de la gloire de l'hélio, je suis d'accord. Donc là, maintenant, il faut la protéger, il faut encadrer, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont en train de passer, de hashtag photogravure, hashtag héliogravure, alors que ça n'en est pas, que ça trompe tout le monde. Et il faut que les gens se rendent compte qu'on ne s'approprie pas comme ça des savoir-faire anciens, qui sont répertoriés, qui plus est, au patrimoine culturel immatériel. Il faut qu'il y ait une fiche où tout est listé, les différentes étapes. Donc, c'est illégal déjà de une. Et c'est comme si, je ne sais pas, moi, je fais passer du numérique pour de la litho. Dans ces cas-là, allons-y. Il y en a qui le font, hein, sauf qu'ils finissent en tôle. Donc, voilà. Ça, oui. Et je pense que, vu que l'hélogravure, c'est beaucoup plus rare, en fait, on a aussi moins l'œil pour le... Enfin, moi, je pense que je pourrais me faire avoir, clairement, parce que mon œil n'est pas du tout éduqué sur ça. Non. Donc, mais c'est très différent. Il y a une différence énorme de résultats, de pratiques, de savoir-faire entre un polymère et une héliogravure. C'est vraiment du même acabit que d'aller dire oui, vraiment, voilà, il y a une litho sur pierre et il y a un tirage sur imprimante. Sauf que là, c'est plus connu, donc c'est plus marquant. Plus connu, oui. En fait, on se dit bah non, c'est très proche, donc il faut faire attention à l'emploi des termes. Et à l'INP où j'enseigne les procédés, justement la reconnaissance des procédés photomécaniques, c'est vrai qu'on le voit, même les conservateurs des musées ont du mal à mettre des mots sur les tirages qu'ils ont entre les mains, sur des techniques, sur tout ça, sur la contrefaçon, parce qu'on parle de contrefaçon. Donc, c'est pas rien. On n'appose pas le nom d'un savoir-faire qui plus est ancien et rare à des techniques qui peuvent s'apparenter, mais qui ne sont pas les techniques réelles. Voilà. En 2020, tu as eu le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie talent d'exception et avec ta création qui s'appelle Arboris. Et en fait, dans ce que j'ai pu lire et écouter de toi, tu dis que c'est un moment pour toi où tu as ouvert au design, à d'autres arts. Est-ce qu'on pourrait parler de ce moment-là de bascule, ta carrière, et qu'est-ce qui se passe? Ouais, exactement. Une démarche artistique, en tout cas. 2020, ça a été important parce que c'était l'année Covid. En plus, j'avais plus de commandes à l'atelier. Donc, moi, ma clientèle, c'est des artistes, c'est des musées, donc tout s'est stoppé. Non essentiel. Et donc, je me suis dit, et j'avais en fait, depuis, c'est plus ancien parce que depuis 2008-2010, j'ai commencé vraiment à m'interroger sur les matrices que je gravais. Parce que la matrice, c'est vraiment comme le négatif, en fait. Donc, c'est la plaque de cuivre qui est gravée, qui est l'outil de reproduction, en fait. C'est un outil de reproduction. Bien sûr, oui. Et c'est tellement beau, les matrices. C'est incroyable, la richesse plastique de ces objets, en fait. Et j'ai commencé en tant que... Alors moi, j'ai la casquette artisan d'art auprès des photographes. Et puis, j'ai aussi ma propre création. Et donc, dans le côté artiste... je me disais, moi, j'ai envie de bosser que sur la matrice. Donc, en fait, j'ai commencé à développer mon travail sur cette matrice cuivre. Je me souviens, les toutes premières fois où j'ai exposé ça, je crois que c'était en 2009 avec une expo aux Grands Ateliers de France. Et puis, j'ai continué à avancer sur cette place de la matrice héliogravée. Et j'avais cette volonté, donc j'avais créé des pièces, mais bon, je ne montrais pas trop. Et puis, en 2020, je me suis dit, vas-y, j'avais ce projet d'un grand arbre avec plein de matrices parce que du coup, ça m'a permis d'utiliser les chutes de l'atelier. Donc, économiquement, de créer une pièce sans trop casser ma tirelire. Et j'ai créé ce grand arbre de 2,10 m de haut, avec une multitude de matrices. Et en fait,
C'est une héliogravure, une sculpture héliogravée, on va dire, où ce n'est que de la matrice gravée avec une finalité. Oui, donc là, c'est vraiment de la sculpture. Enfin, en tout cas, on passe du côté de la sculpture et de... Oui, c'est-à-dire que l'hélio, pour moi, j'ai du mal à dire qu'on est dans un métier de reproduction parce qu'il y a forcément une énorme part d'interprétation. Il y a des échanges avec les photographes. On en parlera après avec le travail avec Édouard. Ouais. Mais voilà, il y a vraiment une part d'interprétation, mais pour moi, il y a aussi une part de création pure et dure. On n'est pas juste dans un métier. Et quelque part... le fait d'aller exposer une matrice héliogravée, qui est l'œuvre finale, ça montre bien que l'héliogravure n'est pas qu'un procédé de simple de reproduction et tout, ça va bien au-delà de ça. Et c'était aussi emmener l'hélio, je pense que pour essayer de sauvegarder des savoir-faire rares, il y a la transmission qui est très importante, mais il faut continuellement, je pense aussi, s'interroger et puis innover. Il y a une part continuellement, chacun amène sa pierre à l'édifice en fait. Et le travail de la matrice, ça m'a permis d'emmener l'héliogravure ailleurs en tout cas. Ouais. Et alors, là, après, on parlera d'Édouard Elias en particulier, mais d'habitude, t'es en lien directement avec les artistes. Est-ce que parfois, c'est les collectionneurs qui viennent avec des œuvres qu'ils ont déjà? Est-ce que c'est les galeristes? Voilà, est-ce que ça dépend? Comment ça se passe un peu le début des projets? Alors, en tant qu'artisan, là, estampe, héliogravure, donc où je grave les matrices, j'imprime, etc. Le début du projet, c'est rare que je ne rencontre pas l'artiste. C'est très, très rare. Il peut y avoir l'éditeur, le galeriste, le bibliophile, l'éditeur, le musée, etc. Mais la plupart du temps, j'ai un entretien avec l'artiste parce que j'ai besoin de comprendre ce qu'il attend de mon geste, en fait. Qu'est-ce que je peux apporter en plus? Pourquoi l'hélio? Qu'est-ce que ça va apporter en plus? Est-ce qu'il fait un travail où la pérennité a une importance? Est-ce qu'il fait un travail sur une teinte d'encre? Est-ce qu'il veut qu'on travaille sur un support papier spécifique? Est-ce qu'il veut autre chose que du papier? Il y a toutes ces questions. Donc, en fait, la première étape, c'est souvent, je passe un long moment avec le photographe pour discuter de son œuvre, s'il a toute une, je sais pas moi, une bibliographie autour de son travail. Enfin, je le fais parler pour essayer de comprendre au mieux le message qu'il veut faire passer et donc, du coup, de pouvoir lui faire des propositions d'interprétation qui aille au plus proche de ce qu'il attend. Et est-ce que aussi, via l'ouverture au design, est-ce que maintenant tu es aussi en lien avec des designers, alors, je ne sais plus on appelle ça, designers de motifs? Est-ce que du coup tu as aussi des échanges avec d'autres professionnels, illustrateurs, peintres, voilà, Alors je travaille pas que avec des photographes. Par exemple là, Otoniel, il n'est pas photographe, Annette Messager non plus. Donc je vais travailler en fait pour des artistes. C'est pour ça que j'utilise souvent le mot artiste, c'est parce que j'ai des photographes majoritairement, mais j'ai aussi des peintres, des dessinateurs, etc. Maintenant sur le côté plus design et à travers la matrice. Cette matrice, elle peut être intégrée dans des panneaux muraux, dans des pièces d'artwork, etc., où ça emmène la photographie aussi ailleurs, parce que la photographie, elle est, là en l'occurrence sur la série des Fusuma, qui est sortie de ma résidence à Kujuyama, c'est des cuivres héliogravés qui sont dorés à la feuille d'or. C'était toute une série de photos que j'avais prises là-bas au Japon, qui sont ensuite patinées, etc. Donc voilà, ça amène la photographie ailleurs dans le domaine du design en tout cas, mais ça peut être intégré dans du mobilier. J'imprime sur du papier, mais là sur la presse, il y a des tests qui sont en train d'être faits pour des impressions sur du cuir.
J'imprime plus sur du papier, mais sur du cuir, avec l'atelier Fée qui est gagné. Pour justement intégrer dans du mobilier ou de la décoration d'intérieur. Je travaille aussi en collaboration. Là, en ce moment, il y a un paravent qui est en train d'être finalisé avec Morgane Barogel-Cruc, qui est tisserande, qui tisse des fils de cuivre. Et moi qui vais imprimer sur la soie qui est au verso. Puis ensuite, les matrices sont dorées à la feuille d'or blanc, intégrées dans le paravent. La structure est réalisée par l'ébéniste Pino Amato. Voilà, collaboration à plusieurs mains. En fait, ce qui est génial, c'est toutes ces... mais ça, c'est les métiers d'art en général. Il y a une porosité à l'heure actuelle. Il y a 20 ans, 25 ans, quand j'ai démarré, les métiers d'art, on était très ancrés sur la transmission, cette notion de transmission, de sauvegarde, etc. À l'heure actuelle, c'est cette porosité entre les métiers qui est complètement incroyable. Et donc, j'arrive à collaborer avec des maroquiniers, de la marqueterie de paille avec Lison de Cône. Là, on a un projet en ce moment. C'est vraiment ce lien qui se fait. Et ça permet de sauvegarder nos métiers. Parce que ce paravent, il va être montré dans des lieux où normalement l'hélio ne paraît pas. Et on parle d'hélio. Et il n'y a que comme ça qu'on va réussir à maintenir des savoir-faire qui sont rares. Oui, et puis je pense que tu expérimentes et tu fais de la recherche pour ces projets, donc c'est aussi hyper stimulant. Mais c'est génial. En fait, alors après, on est tout le temps en train de se remettre en question, d'être dans des zones qui sont pas du tout confortables, mais c'est ça qui est chouette. J'avais gravé un stylo avec Alexandre Duboc, qui est créateur de stylos en lac, Urushi, où je suis venue héliograver son capuchon. Mais du coup, c'est tout petit, c'est du cylindre. Alors, il y avait l'héliogravure industrielle, rotogravure, qui avait pris la suite de l'héliogravure à plat, l'héliogravure au grain que je pratique. Donc, j'ai dû ressortir les manuels de roto en me disant, mais comment ils arrivaient à caler leur gélatine sur le cylindre ? Sauf que les cylindres, ils étaient énormes, donc on n'a pas la même prise, il n'y a pas la même adhérence. Donc, c'est réinventer son geste, créer des outils pour permettre que ça adhère. Enfin bon, voilà, ça vous amène ailleurs, quoi, en fait. Et alors, cette rencontre avec Édouard Elias, comment ça s'est passé et ce projet de livre, ce qui m'intéresserait avec ce projet, c'est que tu nous expliques un petit peu quelles sont les étapes qui ont été nécessaires, parce que je pense que c'est difficile de se rendre compte du travail et du temps passé pour faire un objet comme celui-ci. Donc, est-ce que tu pourrais, avec cet exemple, je pense que chaque objet est différent et chaque projet est différent, mais peut-être avec celui-ci pour que... Alors, Édouard, il est arrivé à l'atelier en 2017 ou 2016, je crois. Avec un projet d'un livre d'artiste très traditionnel, il avait fait ça sur un reportage. Toutes les gravures qui sont là. Il était parti à bord de l'Aquarius, ce bateau qui était affrété par l'ONG SOS Méditerranée, qui venait en aide aux réfugiés en Méditerranée. Et du coup, il est venu avec ce projet d'édition, de livre d'artiste, avec un très très beau poème d'Eri De Luca. J'ai fermé l'atelier pendant quasiment un mois et demi. Parce qu'il y a beaucoup d'hélios, il y a 25 hélios, voilà. Et c'est un projet qui n'est pas simple d'un point de vue émotionnel. Parce que tu graves des personnes qui se sont noyées, donc pour certaines. Donc c'était assez dur. Et puis en plus, voilà, Édouard venait tous les jours à l'atelier. On était tous les deux tous les jours où il assistait aux hélios, il alimentait continuellement mon geste en me racontant ce qui se passait sur le bateau. Enfin voilà. Donc il y a eu un énorme travail de collab entre nous deux. À la fin, il y a eu ce livre qui est apparu. En 2018,
j'ai eu une proposition pour exposer à travers un collectif, c'était Wonder Lab. C'était une dizaine de maîtres d'art français qui avaient été invités à exposer au Musée national du Japon à Tokyo. Dans un premier temps, c'était en 2017, et en 2018, c'était au Musée national de Chine à Pékin, qui est sur la place Tiananmen. Et quand on m'a parlé de ce projet, je me suis dit, je ne vais pas aller lyograver des chatons. Hein. J'ai appelé Édouard et je lui ai dit, écoute Édouard, j'ai une carte blanche pour une pièce. Donc ça, c'était à travers Art & Craft, Gaël Dupré-Legros, qui avait créé cet événement incroyable, cette exposition de maîtres d'art français en Asie. Et j'ai dit à Édouard, on y va, bingo, on crée une pièce monumentale. Et là, on a créé un rouleau de 15 mètres de long avec une trentaine d'hélios, donc de plaques héliogravées sur un seul et même morceau de papier de 15 mètres. En fait, c'est une purge énorme d'un point de vue impression, parce qu'il faut des treuils pour que le rouleau puisse descendre, mettre des cales pour remonter les rouleaux de la presse. Enfin, c'est très complexe techniquement, mais ça permettait d'avoir une pièce exceptionnelle en un seul bloc, à partir des photos de reportages d'Édouard depuis le début. Donc, il y avait la RDC, le docteur Mukwege, il y avait la Syrie, évidemment, il y avait l'Ukraine, il y avait les Rohingyas, il y avait tout un tas d'images, l'Irak, les puits de pétrole en Irak, etc. Et en fait, on avait un problème de censure en Chine, forcément. Et du coup, s'ils censuraient une image, ils censuraient le rouleau. Oui. Donc, c'était ça qui était intéressant. Il y a eu un espèce... Alors après, on a travaillé sur... on a tout recadré les images pour passer à travers les mailles. Et ça a été un succès. On a réussi. Et là, maintenant, le rouleau, c'est montré cette porosité. Le rouleau, il y avait trop de blanc. En fait, ça fait trop mur de musée avec des images. Et ça fait 1 an et demi qu'il est parti dans l'atelier d'Aurélie Lanoiselet, qui est brodeuse, aux ateliers Zaventen à Bruxelles. Et c'est une consoeur de l'association des grands ateliers de France. Et elle est en train de broder point par point. Et de créer ce lien entre toutes les photos d'Édouard. Mais chaque point est lié à l'histoire de la photo. Elle s'est renseignée absolument sur tout. Elle me disait, j'ai mis des toutes petites perles avec de la terre sur l'image de la Méditerranée, parce que dans la religion musulmane, on va jeter une poignée de terre pour un noyer. Dans la religion catholique, on va jeter des fleurs. Donc elle s'est renseignée sur les religions qu'il y avait parmi les réfugiés qui étaient au bord des bateaux, pour que tout corresponde. Elle est en train de faire une œuvre, 1 an et demi. C'est plus de 500 heures de travail là-dessus. Donc, normalement, ça doit être fini en 2025. Mais voilà, c'est aussi un projet énorme. Et puis, suite à ça, Édouard était parti dans le Donbass pour son reportage, parce qu'il est reporter de guerre. Et là-bas, il avait commencé à changer sa façon de photographier, en fait, où il est passé à l'argentique, beaucoup. Après la découverte de l'hélio, il faisait beaucoup d'argentique, du panneau, de la chambre, voilà. Mais dans le Donbass, il avait pris des appareils photo argentiques. Il a fait que du panoramique avec, quasiment. Et il est revenu avec toute cette matière. Il savait que moi, j'aime bien la matière dans la photo. Donc, il me dit, tu vas être contente, j'ai pas photographié trop de ciel. Enfin, il a commencé à changer ses prises de vue, en fait, en fonction de la technique de tirage. Et pour la petite histoire, j'ai ma petite boîte de la terre qu'il y avait dans les tranchées pour que j'ai la teinte de cette terre. Et il me disait, ça colle, c'est ignoble, j'en ai partout.
Donc, je veux que tes tirages, ils soient sales, quoi. Enfin, j'ai pas de vrai blanc. Dans tout le livre, il n'y a pas de... Il y a aucun vrai blanc. Mais c'est pour montrer tout ce travail de discussion en amont, de nourriture à chaque fois dans tout ça. Et c'est beaucoup avec Édouard particulièrement, là il est en train de travailler en Syrie sur les prisons. On en discute beaucoup, il est en Syrie, il m'envoie, là il y retourne samedi. Je reçois tous les jours des photos où il va me dire qu'est-ce que t'en penses, comment tu vois ça, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, puis moi je lui dis mais voilà, ce serait bien si on fait ça avec des matrices et puis si on part là-dedans. Donc il y a vraiment ce travail très étroit de collaboration en fait. Là pour le coup. Et dans ces cas-là, c'est l'artiste qui te fait une commande ou c'est une collaboration? Enfin, je veux dire aussi même du coup financièrement pour toi, c'est des projets que c'est de l'argent, c'est une forme d'investissement pour toi ou est-ce que c'est l'artiste qui peut aussi Alors ça dépend. La plupart du temps, moi je marche sur commande. Donc l'artiste vient avec un projet, voilà, et me demande de le traduire en Hélio. En fait, je pense qu'on est proche du métier de traducteur, en fait, quelque part. Et avec Édouard, c'est différent, parce qu'avec Édouard, on a telle complicité sur ça que maintenant, on fait des co-créations ensemble. Donc, sur Memoriam en Chine, c'est un travail où on signe tous les deux. En fait, il y a de plus en plus souvent des doubles signatures sur ça. Et du coup, la prise de risque financière, donc tout le temps que tu passes, c'est aussi ah oui, c'est aussi du temps que tu passes pas après pour sur des projets plus de commandes, quoi. Ouais, tout à fait. C'est aussi intéressant d'avoir Ah bah oui, parce que la pièce en Chine, oui, les commandes. Alors avec Édouard, dans ces cas-là, on va partager la prise de risque, on va partager le matériel parce que c'est quand même cher le cuivre, etc. On va partager le matériel et notre temps, on le compte pas. D'accord. Et on essaie de se rembourser, faire un 50-50 sur les ventes. Parce que là, tu les produis au fur et à mesure? Je suis obligée de tout imprimer d'un coup. Je ne vais pas imprimer un livre par un livre, c'est pas possible. Ah ouais, mais ça veut dire que du coup, t'as dû passer... Enfin, là, c'est une édition de 10, c'est ça? Non, l'Ukraine, c'était en 18 exemplaires. Ah oui, donc t'as dû un... Ouais. L'Ukraine, c'était 18 exemplaires. Donc, en fait, c'est l'Ukraine, le rouleau, etc. Le rouleau, on a passé un temps fou. Hein. Le rouleau, il a fallu graver 30 plaques. Puis c'était gros format, hein, en plus. Partir louer un atelier en Dordogne où il y avait une grosse presse pour pouvoir imprimer. Ah, mais oui, parce que t'as pas fait ça ici. Non, les presses sont trop petites. Donc c'est des gros investissements à chaque fois. Financier ou voilà, mais ça je le fais que avec Édouard. Non, mais parce qu'il n'y a pas de mécènes qui peuvent aussi participer. Toi, la plupart du temps, c'est quand même plutôt de la commande ou des collaborations d'artistes. Maintenant, on a un tel corpus avec Édouard. Parce qu'il y a ce rouleau, il y a 36 Hélio où il y a en même temps des tirages individuels, il y a son livre sur Méditerranéum, il y a le livre sur l'Ukraine avec des tirages de grande taille aussi, des Hélio de grande taille, il y a l'échiquier, il a fait un échiquier quand il était otage en Syrie, l'original est derrière nous, et il avait envie, ça va faire 10 ans qu'il a été libéré, il avait envie d'en créer une pièce unique. Et donc, on a créé une pièce là de cet échiquier tout en cuivre héliogravé. Les cases blanches sont argentées, les cases noires sont acérées, rouillées. Enfin, voilà, il y a une pièce qui a été... on a eu une bourse qui nous a aidés, la bourse de l'ADAGP. Ça, c'est du temps que tu as dû passer aussi pour
Enfin, voilà, c'est un peu toujours où est-ce que tu mets ton temps, ça doit être un peu... C'est toujours ça, c'est que en fait, il y a toujours une prise de risque. Il y a toujours une prise de risque. C'est que si soit je reste dans une zone de confort où je réponds aux commandes des artistes, voilà, ils me passent une commande, je suis payée. Mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, c'est des métiers, c'est rigolo parce que j'en parlais avec mon fils hier soir, qui me disait mais c'est pas possible, tu bosses 14 heures par jour. Quasiment 7 jours sur 7 et t'es pas riche. Comment c'est possible? Donc je lui ai dit, mais tu te rends pas compte. Mais en fait, je lui ai dit, mais tu sais, déjà, j'ai une chance incroyable, c'est de pouvoir en vivre avec un métier qui est absolument merveilleux. Mais je disais, mais tu te rends pas compte du temps passé à côté pour en arriver à ça. Il y a du temps passé à faire des podcasts, à répondre aux mails, à répondre aux demandes de stage. Un dossier comme celui que vous avez vu pour ce prix, Bettencourt, bien sûr, j'imagine que... c'est énorme. C'est énorme. Non, mais ça, on s'en rend pas compte. Et puis à côté, la création, et puis répondre au téléphone, et puis du coup, sur une journée de 14 heures, en effet, en fait, j'arrive à bosser vraiment 8 heures de production, mais tout le restant du temps, c'est plein de démarches à faire qui sont obligatoires. Oui, et puis le temps du projet, c'est un temps long. Je ne sais pas combien de temps, c'est à peu près 6 mois ou 2 mois. L'Ukraine. Oui, ouais. Ça a été long parce qu'en plus, il y a eu le temps, il était parti côté ukrainien et après, il est revenu en France. Il a dit qu'il avait perdu son passeport pour pouvoir partir côté russe parce qu'il n'allait pas rentrer en Russie avec un passeport tamponné Ukraine et faire tout un truc pour être dans la tranchée en face. Donc vraiment pour montrer ces deux côtés. Tout ce temps long où moi je recevais des images, qu'est-ce que t'en penses, nanana. C'est long. Je me souviens, il avait eu un projet à un moment donné sur les Touaregs. C'était il y a 2 ans, l'été. Moi, j'étais partie. Du coup, il avait dit, Édouard, il est journaliste, donc il est très, très bon en géopolitique et tout. Donc, lui, il était en train de bosser sur tout l'aspect géopolitique en amont. Et moi, j'avais commencé à bosser sur toutes ces questions, dire les Touaregs, quelle matière ils utilisent dans leur artisanat, qu'est-ce qu'ils font, nanana, pour pouvoir dire quelles sont les couleurs, pour pouvoir dire ce serait génial, tes photos, de les travailler sur tel tissu ou sur du cuir, et puis travailler telle couleur. Voilà, donc on commençait nos recherches en parallèle, et puis il y a eu un coup d'État, donc c'était mort, il pouvait plus y aller. Donc c'est tombé à l'eau. C'est partie des risques du métier, quoi. Ça reviendra. Enfin, c'est des sujets au long Non, cours, parce qu'il avait ses fixeurs dans le métier. Ouais, les fixeurs, c'est les gens qui assurent quand même une protection, si protection il y a, mais voilà. Ouais. J'ai une question qui est un petit peu en 2 volets, mais les deux se rejoignent. C'est les évolutions du médium dans ta pratique et les évolutions du métier. Depuis que tu as commencé, quelles sont les choses que tu fais plus ou moins dans ton travail et dans le métier, parce qu'on parlait du fait qu'il y a l'héliogravure et il y a tout ce qui fait que tu peux avoir des projets et puis en vivre. Quelles sont un petit peu les évolutions? Est-ce que les collectionneurs ont changé? Est-ce que les types de projets ont changé? Est-ce que le regard des gens sur ton métier voilà, une question un peu large sur la technique et sur le métier. Je pense que c'est difficile d'y répondre parce que au fur et à mesure, l'atelier s'est fait connaître, donc j'ai pas mal de demandes de l'étranger aussi. Avec à chaque fois des projets tous très différents. C'est ça qui est merveilleux et c'est d'une très grande richesse, c'est que je peux avoir des demandes
par exemple, Wilda Byron, l'hélio qui est en couleur qui est derrière moi, qui va travailler, qui est une photographe américaine, qui va travailler sur les tribus indiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui fait que ça m'emmène à découvrir l'art là-bas. Au fil des discussions avec elle, elle me montre que les femmes tissent leurs vêtements avec de l'écorce d'arbre, donc pour créer des tapas, leurs vêtements. Et là, l'idée folle vient de dire mais est-ce qu'on pourrait pas imprimer sur les tapas et puis nous voilà partis à faire des tests là-dessus, à mettre de la teinte d'écorce sur toutes les presses de l'atelier. En fait, il y a une grande richesse, il y a une grande ouverture de plus en plus qui m'est apportée par les artistes et que j'apporte aussi, je pense, parce que quand ils viennent avec un projet assez classique et qu'on discute, moi, mon rôle aussi, c'est de leur dire, mais vous pensez pas que on pourrait peut-être faire ça ou faire ça, et puis on pourrait aller plus loin. La technique permet d'aller plus loin et d'apporter ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve emmenés dans des aventures qui dépassent souvent les projets avec lesquels ils arrivent à la base, quoi, en fait. C'est assez intéressant de voir ces discussions et cette nourriture mutuelle, en fait. Ce matin, il y avait Francesco Balzano, un designer, photographe qui était là avec toute une série magnifique d'images. C'était des collages avec des papiers de couleur sur des photos noir et blanc à la base. C'est devenu, à force de nos discussions, des hélios avec une encre quasiment vert translucide où on voit apparaître des formes. Enfin, en fait, c'est ces transformations en fait perpétuelles. Donc il y a cet enrichissement. En tout cas, il y a un enrichissement. Je pense que j'étais beaucoup plus sage au début, en fait. Parce que j'apprends aussi au fur et à mesure, j'apprends de par la matière que j'utilise et puis de par l'apport des artistes qui viennent à l'atelier. En fait, il y a un enrichissement qui est fort. Et tu te fais peut-être aussi plus confiante sur ce que tu penses et ce qui serait le plus adapté. Il y a peut-être aussi ce fait que là, la technique, tu la maîtrises et donc que du coup avec aussi ta propre sensibilité, ta propre histoire, t'as aussi ton regard et un accompagnement qui peut être fait. Oui, je pense que j'ai plus oui, et puis une interprétation. Et puis au début c'est pas facile. Enfin, quand on démarre, c'est toujours difficile d'aller se positionner, je pense. Maintenant, il y a une grande confiance mutuelle, en fait. Il y a une histoire de confiance en moi, je pense. Les artistes aussi ont confiance. En tout cas, on ne peut pas bosser comme ça s'il n'y a pas un lien qui est quand même un lien de confiance fort avec les artistes. C'est rare qu'on aille au bout d'un travail s'il n'y a pas cette confiance. Ça a pu arriver, ça a pu arriver 2-3 fois où ça a stoppé parce que ça passe pas, parce que c'est pas possible. Il y a un côté humain qui est important aussi. Dans ce podcast aussi, moi j'aime bien aussi qu'on est aussi sur des métiers, sur des choses aussi assez concrète. Est-ce que des photographes ou des artistes peuvent venir avec un seul projet ? Est-ce que du coup, aussi, financièrement pour toi, est-ce que ça va être par rapport au temps passé ? Ça va être, ça dépend. Ça va être hyper difficile pour toi aussi d'évaluer le temps et du coup le prix. Non, pas tant que ça, parce qu'en fait, il y a des artistes qui arrivent, des photographes, beaucoup d'ailleurs, à l'atelier avec une image. Puis parfois, il faut créer aussi une économie de leur projet.
une héliogravure, une matrice 20 par 30 cm. En fait, moi, je vais marcher sur le prix de la matière. Donc, je peux être très transparente. Une héliogravure 20 par 30 cm, donc le cuivre héliogravé, c'est dans les 700 €. Et l'impression, donc par exemplaire sur papier chiffon, avec le choix de l'encre, etc. Après, je crois qu'on est aux alentours de 20-25 € l'unité. C'est pas non plus... voilà, on s'imagine que l'hélio, c'est des coûts pas possibles. Donc, bien évidemment, plus vous allez faire de tirages, plus votre prix, c'est la matrice qui est chère, plus votre prix de vente, il va être pour l'artiste, il a une capacité de se faire de la marge assez vite, on va dire. Mais vous voyez, par exemple, sur des projets de livres d'artistes, Édouard, la première fois il est venu avec son livre, il y a eu un investissement global qui était important, parce que c'était un livre, il y avait 25 plaques de cuivre à graver, qui tiraient en 25 exemplaires chacune, avec de la type au plomb, avec un emboîtage. Donc, je crois que c'était un projet aux alentours de 25 000 €, un truc comme ça. Sauf qu'il avait ses livres en vente de disponibles, donc où il devait vendre dans les 2500, 3000 € l'exemplaire. Et des matrices, en fait, il avait fait, en plus des livres, des 25 tirages de chaque, il avait fait des tirages à l'unité. Donc, en fait, dans sa capacité de vente, il avait les livres, il avait 5 fois 25 estampes à l'unité, qui étaient vendues dans les 350-400 €, numérotées, signées sur 5. Et il avait les matrices encrées vernis, qui étaient mises en vente à 2000 €. Donc, en fait, de cet investissement de 30 000 €, il avait une capacité de vente de 150 000 €. C'est toute l'héliogravure. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, surtout sur le livre d'artiste, en fait, vous avez la capacité d'avoir différents niveaux, en fait, d'économie. Donc, les jeunes artistes qui viennent à l'atelier, ou des artistes, c'est pas que des artistes connus. Moi, je travaille pas du tout que pour des artistes connus, pas du tout. Je vois Costanza Gastaldi, qui est une photographe italienne. Costanza, elle est arrivée, elle avait un projet, elle a démarré par un investissement sur une hélio avec 3 tirages. Ça lui coûtait, c'était gros format, je crois qu'elle en avait pour, je sais pas moi, un investissement, mais quand elle en a vendu une, ça lui a permis de se rembourser et puis de commencer à pouvoir investir sur une autre, et de fil en aiguille, elle a pu faire une série. En fait, je vais pas demander tout de suite de dire non, mais moi, je ne grave pas s'il n'y a pas un livre, un truc, pas du tout. J'ai des artistes qui viennent avec une image, ou 2 images qu'on va imprimer en peu d'exemplaires, parce que voilà, au début, il faut démarrer petit. C'est très ouvert, quoi, en fait. Je sais pas, moi, une hélio, voilà, si on est sur une hélio à 700 €, en 10 exemplaires, ça fait même pas 1000 € d'investissement, divisé par 10 estampes. Vous savez que le prix de revient, il est à 100 €. Oui. D'une hélio qui vend 600 €. Voilà. C'est l'économie, voilà, c'est d'un point de vue économique. C'est vrai que pour les photographes, parfois, ils ont une image de l'hélio qui est complètement... Oui, vu que c'est aussi le geste de la main, une œuvre unique, parce que on n'en a pas parlé, mais c'est... chaque hélogravure que tu vas faire, chaque tirage est, je m'accroche au BAT, l'artiste, on va travailler ensemble à tirer, on va choisir l'encre, on va choisir le papier. Après, je dois répéter mon geste 10, 20, 30, 100 fois en fonction du BAT qu'il a dessiné, qu'il a signé, en fait. Maintenant, forcément, je vais être proche. Mais si on passe ça sous un scanner, je peux pas être pareil, parce que c'est ma main qui essuie un peu plus ou moins. Et ça, c'est en noir et blanc. Il y a l'hélio couleur.
l'héliocouleur. Alors moi, je suis pas spécialisée en héliocouleur. En fait, c'est Marie Levoyer, ma consoeur, qui fait de l'hélio noir et blanc, hein, comme moi, mais qui fait aussi de l'héliocouleur. Et alors elle, c'est encore plus rare. Elle fait de l'héliocouleur pour les photographes en 4 passages. Cyan, magenta, jaune, noir. Et elle va créer l'hélio avec des superpositions de couches d'encre différentes. C'est absolument sublime. Soit elle fait de la quadrille, soit elle va travailler en fonction d'une image couleur, elle va mettre une teinte, elle va créer la couleur. Elle travaille même à l'heure actuelle sur la création de ses propres encres issues de pigments naturels. Donc un artiste qui va travailler sur les coquelicots, je dis un truc au hasard, hein, elle est capable de créer une encre à partir des pigments, de la matière végétale, avec ses alambics, etc. C'est incroyable ce qu'elle fait. Elle est soutenue par la Fondation Banque Populaire sur ce projet. Et elle est capable de créer une encre qui est complètement adaptée au travail de l'artiste. Elle bosse aussi avec une personne qui crée des encres, des parfums qu'elle peut rajouter à ses encres. Enfin, elle est capable de faire des choses sublimes en couleur. Et l'héliocouleur, là, pour le coup, c'est vraiment très, très rare. Je sais qu'il y a un atelier au Mexique où ils font de l'héliocouleur aussi, mais j'en connais vraiment très, très peu. C'est vraiment sur des savoir-faire. C'est sublime. Alors là, il y a un coup, forcément, sur de la quadrille, il y a 4 plaques. Donc, sur des petits formats, on peut graver les 4 en même temps, donc pour réduire les coûts. Parce que la gravure d'une plaque, c'est 2 jours de travail. Donc, que ce soit petit ou grand, ça reste 2 jours de travail. Et après, l'impression, c'est quand même c'est long. On encre les plaques, on passe sous presse, on met ça dans des buvards. Enfin, c'est un processus qui est long, l'hélio. Hein. Ça ne se fait pas en 2 secondes. Ma dernière question, elle est toujours, moi j'ai toujours des questions longues, mais elle est en 2 parties toujours. C'est est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui souhaitent travailler avec toi ou des personnes qui font de l'héliogravure et des personnes qui souhaiteraient devenir eux-mêmes héliograveurs. Voilà, une question pour 2 publics différents. Je pense que tu dois voir pas mal de personnes, donc quels sont un peu les conseils que tu pourrais donner peut-être pour les photographes et après Alors pour les photographes qui veulent travailler en hélio, de prendre contact avec soit Marie, soit moi, en fonction de leur projet. En tout cas, si je vois qu'il y a un projet qui est plus adapté à la pratique de Marie, je vais les diriger vers Marie. Enfin voilà, il n'y a pas d'histoire de concurrence ou quoi que ce soit. Donc voilà, de se rapprocher de nous et puis d'oser, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, voilà, on ne travaille pas que pour des grands noms de la photographie. Je travaille aussi pour des photographes amateurs qui viennent à l'atelier avec une image et puis on adapte, etc. Donc moi, je trouve, j'ai pas de préférence. Je trouve que tous les projets sont très enrichissants. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter. Et pour les personnes qui veulent devenir héliograveurs, alors, c'est toujours difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile de transmettre. Quand j'ai transmis à Antonin, puis à Marie, j'ai des stagiaires, parfois d'école, etc. En fait, Hervé Sachy donne des stages d'initiation à l'héliogravure. Hervé Sachy, dans le sud de la France, sur quelques jours. Moi, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas le temps, et en plus, c'est pas un stage d'initiation qui va permettre ensuite de faire ça chez soi. Ça demande énormément de temps. Donc, si on veut devenir héliograveur, c'est vraiment pour avoir une pratique quasi quotidienne. Il faut vraiment... c'est quand même un gros investissement en termes de temps, en termes de matériel et en termes d'apprentissage, parce que ça nécessite quand même, je pense, de 2 ans vraiment de pratique quotidienne pour commencer à pas avoir trop de mauvaises surprises et puis à savoir si on est fait pour ça ou pas, parce que ça demande souvent des remises en question,
c'est pas facile. L'héliogravure, ça réagit. C'est pas comme les polymères. L'héliogravure, il y a l'hygrométrie de la pièce qui joue. Il y a la température. Il y a votre façon d'agiter les bains d'acide. Il y a un jeu entre les dilutions des acides. C'est quand même très complexe. Il y a une part de chimie très importante, etc. Donc, voilà, faut quand même avoir cette volonté avoir un projet, voilà, qui tienne la route. Après, c'est vrai que c'est difficile pour Marie et moi c'est difficile de dire à une demande de transmission, de dire oui alors que je ne connais pas la personne. C'est très, très délicat parce que lorsque j'ai transmis à Antonin ou Marie, en fait, ils rentrent dans mon quotidien, quoi. Ils rentrent dans ma vie. Voilà. Donc, c'est un chemin d'approche. Vous savez, c'est comme ça se faisait avant avec les maîtres élèves. Où voilà, vous mettez du temps à vous approcher de la personne. T'es allée au Japon, moi aussi, et dans ce pays-là, il y a vraiment cette tradition sur le très long terme d'un apprentissage. C'est un apprentissage qui est d'un geste répété. Il faut accepter aussi de ce temps d'observation et uniquement d'observation. En fait, les ateliers, on a quand même un rapport au temps qui est spécial. C'est des temps longs, en fait. C'est des très longs temps. On passe du temps à écouter, on passe du temps à faire, on passe du temps à transmettre. Donc c'est vrai que voilà, c'est une approche qui est lente. Ça parce que je reçois quand même pas mal de demandes en fait, ou des gens qui sont en reconversion, mais ils se rendent pas compte que en fait c'est long. C'est un procédé où il faut trouver 2 ans, il faut trouver comment le financer, parce que la personne qui va venir ici pendant 2 ans, il vit de quoi en parallèle? Parce que moi, pendant ce temps-là, le temps d'apprentissage, donc pour la personne, c'est long. Pour moi, c'est coûteux. Parce que c'est du matériel que je donne, c'est du temps que je donne. La personne, elle n'est pas capable de m'aider avant un certain bout de temps. Donc, c'est tout ça dans nos métiers, d'où le titre maître d'art élève, parce qu'il y a une subvention de l'État qui vous permet en fait de financer une transmission. C'est le maître qui est payé pour financer le temps passé à transmettre en fait. C'est toutes ces notions qui ne sont pas évidentes. Donc voilà, mais pour les personnes qui sont intéressées, qui sont curieuses, voilà, je sais qu'Hervé donne ça peut commencer avec un stage. Un stage d'initiation où les personnes peuvent voir comment ça se passe, comment avoir une idée un peu plus précise de tout ça. Eh ben merci Fanny pour tous ces conseils, pour cette discussion, sur nous avoir accueillis dans ton atelier. J'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à te suivre sur les réseaux sociaux pour suivre tous tes fabuleux projets. Peut-être que on pourra découvrir le rouleau qui est en train d'être... Oui, bientôt. Je crois que c'est novembre 2025. Voilà, donc... ça met la pression, Aurélie. Plein de belles choses mais en tout cas, suivre tous tes projets. Et ben merci Fanny. Mais je t'en prie. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Aussi, si vous avez un projet photo en tête et que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de discuter avec vous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mes services et accompagnements sur mon site marinelefort.fr. Pour recevoir tous les 15 jours le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, de films, d'expositions et de conférences, et même parfois des cadeaux, je vous invite à vous abonner à la newsletter du podcast. Vous pouvez retrouver le lien en note de cet épisode. Pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Aussi, si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!